Nous allons du coup enchaîner tout de suite avec la présentation de Morgane Plurel. François, je te laisse lui passer la zapette. Docteur en droit de l'Université de Nantes et qui va nous faire une présentation sur le rôle des ports dans la décarbonation du transport maritime. Et je vais juste changer le PowerPoint. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup aux organisateurs. Merci Gaëtan, merci mesdames Néry et madame Ricard. Et merci aux intervenants pour cette première présentation. Effectivement, donc du coup, ça va être un petit peu complémentaire comme ça, parce que moi, je vais plutôt parler de l'OMI. On a parlé de l'Union européenne, on va parler de l'OMI maintenant. Et donc, avec cette question de comment l'OMI peut accompagner les ports, si elle le peut, comment elle peut les accompagner pour les faire participer à la décarbonation du transport maritime. Donc, du coup, ça marche pas avec la... Si, ça marche. Alors, je serai ta zapette. J'ai cliqué dans tous les sens, du coup. Je serai ta zapette. D'accord, voilà. Donc, on va voir deux grandes parties. On va faire une petite introduction et on va voir deux grandes parties. Est-ce que l'OMI a la compétence pour réguler les ports ? Et ensuite, alors on va voir, spoiler, on va voir qu'elle l'a. Et donc, on va voir comment elle va pouvoir appliquer concrètement cette compétence pour que les ports participent à la décarbonation du transport maritime. Et puis, on va conclure. Donc, première partie, est-ce que l'OMI a une compétence... introduction d'abord, excusez-moi, je savais dire. Donc, introduction, tu peux passer. Tu peux passer encore, voilà. Donc déjà, pour bien comprendre le rôle des ports dans la décarbonation, il faut comprendre le rôle des ports dans le transport maritime. Je pense que c'est un secret pour personne. Sans port, on n'a pas de transport maritime. Alors c'est vrai que sans le navire, on n'a pas besoin des ports, mais sans les ports... le navire, il n'a aucun endroit où aller. Et donc, on a une fonction opérationnelle, commerciale, sécurité et bien sûr, pour ce qui va nous intéresser, environnementale. Donc là, je vous ai mis quelques éléments de leur fonction. Donc, par exemple, le soutage, le transfert modal et puis donc les installations de réception portuaire des déchets, des eaux de ballast, etc. Slide suivante. Et donc, on a plus spécifiquement donc, un rôle dans la transition écologique en général du transport maritime, parce qu'on va avoir donc, cet objet principal qui est le navire. Et pour agir sur la transition écologique, il va avoir besoin des ports. Donc, on a plusieurs sujets. Réception des eaux de ballast, réception des eaux usées et des déchets, où là, on a déjà une réglementation sur le sujet, qu'on va voir un petit peu plus en détail après. Et on a d'autres sujets, donc par exemple le soutage des carburants alternatifs, le partage de données et notamment la connexion à quai. Donc on va détailler également un petit peu plus après. Slide suivante. Et par contre, il y a un élément qui est très important à prendre en compte quand on parle des ports, c'est la diversité des ports. Un port ne ressemble jamais à un autre. On va avoir différentes capacités financières, technologiques. On va avoir différentes capacités géographiques. Donc, comment le port va pouvoir s'étendre. Donc, on a toute cette diversité-là qu'il faut prendre en compte, qui vont souvent dépendre de l'état dans lequel le port se trouve, de comment il est géré, de où est l'état aussi dans le monde. Donc, c'est des éléments à prendre un petit peu en compte. Slide suivante. Et donc, je voudrais rappeler ce qu'est un petit peu l'OMI. Donc, l'OMI, c'est l'organisation qui est compétente pour régir le transport maritime et notamment pour ce qui est de la transition écologique et donc de la décarbonation. Et donc, on va s'interroger pour savoir si, dans le cadre de cette compétence, elle peut réguler les ports. Donc, pour ça, il faut regarder la convention qui a créé l'OMI. Il faut regarder le détail des termes utilisés. Et on se rend compte qu'on a plusieurs fois des termes assez généraux, assez vagues, navigation commerciale, transport maritime internationaux. Ça, c'est des termes qui vont permettre d'englober à la fois le navire et à la fois le port. Par contre, on a quand même le terme navire qui est employé à quelques reprises. Donc, il est employé d'une part pour désigner la source de la pollution que l'OMI doit combattre. Donc, ça veut dire que l'OMI doit combattre la pollution générée par le navire. Mais il n'a absolument pas dit que pour combattre cette pollution, elle doit réguler que le navire. Donc, l'utilisation du terme navire ici ne limite pas la compétence de l'OMI à ce navire. Et ensuite, le terme navire est utilisé pour faire une liste non exhaustive des domaines de sécurité sur lesquels l'OMI peut agir. Donc, premièrement, ça n'a rien à voir avec la décarbonation. Et ensuite, c'est une liste non exhaustive. Donc, encore une fois, ça ne limite pas le champ de compétences de l'OMI. Slide suivant.
Et donc là, on a a priori une compétence de l'OMI. Et en fait, quand on regarde les précédents dans la réglementation, on se rend compte que cette première analyse qu'on a faite, elle est confirmée par la façon dont les États se servent de l'OMI pour réguler le transport maritime. On a déjà des obligations directes qui sont posées au port par plusieurs textes. Donc, on a parlé tout à l'heure des outils de réception portuaire. Et donc, on a des conventions adoptées par l'OMI qui obligent les ports à avoir des outils de réception, donc des déchets, des eaux de ballast et des eaux usées. Donc, on a une obligation directe. Donc, l'OMI, non seulement a ce pouvoir, mais l'a en plus déjà utilisé dans le cadre de la transition écologique, parce que là, on n'est pas sur des sujets décarbonation, on est sur des sujets transition écologique. Slide suivante. Et donc, par contre, c'est pas parce qu'on a une compétence d'une organisation, c'est une organisation internationale, elle doit jongler avec tous les intérêts politiques de chaque État. Et donc, on va avoir des limites qui vont être économiques. Le port, c'est très important dans l'économie. Chaque État ne va pas être autant d'accord pour le réguler au niveau international. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, il y a le mode de gestion des ports. On a différents modes de gestion. Si on va par exemple au Royaume-Uni, on a plutôt une privatisation. En France, on a une gestion décentralisée. On a aussi un autre mode de gestion qui peut être la commercialisation, où là, l'État garde la propriété des infrastructures, mais l'exploitation est concédée. Donc, selon le mode de gestion, l'État ne va pas avoir le même pouvoir et ne va pas vouloir s'impliquer de la même manière aussi. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. Et enfin, on a des enjeux géopolitiques et sanitaires. Par exemple, si on prend les petits États insulaires, ils vont être dépendants des ports pour avoir des biens de première nécessité. Ils ne vont pas être enclins, les États, à adopter les mêmes réglementations parce qu'ils ont une forte dépendance au transport maritime et au port pour alimenter leur population. Par exemple, après, il y a aussi des enjeux militaires selon la zone géographique. Voilà. Et ça est suivante. Et donc, cette compétence va aussi être limitée par des éléments techniques, des limites techniques, puisqu'on parle d'États répartis partout dans le monde. Ils n'ont pas les mêmes capacités, on a vu, financières, mais ils n'ont pas accès aux mêmes technologies. On va voir qu'il y a une technologie qui va demander de l'électricité, mais tous les États n'ont pas la même capacité de produire de l'électricité. Et enfin, tous les États ne sont pas en avance de la même manière sur le partage des données, la protection des données. Et on a effectivement aussi cette limite géographique qui revient. Donc ça, c'est des éléments. On a une compétence de l'OMI qu'on a mis en lumière. On l'a confirmée par les précédents. Et maintenant, il faut voir comment elle peut l'exploiter en prenant en compte les limites politiques et techniques qui vont venir, du coup, limiter sa compétence. Et donc, c'est notre deuxième partie. Et donc, on va le voir. En fait, on va étudier 3 technologies qui sont très importantes pour la décarbonation du transport maritime et qui sont mis en place, qui peuvent être mis en place que par les ports. Donc, la première, c'est l'onshore power supply, qui consiste, en fait, quand le navire est à quai, à connecter le navire à quai. Il coupe ses moteurs, donc il ne consomme pas de carburant, il n'émet pas, et il utilise l'électricité du port et de l'État. Donc, pourquoi cette technologie, elle est bien ? Bien sûr, parce que quand on est branché à quai, on n'émet pas. Mais il y a plusieurs limites qui sont déjà la fourniture d'électricité. Tous les États n'ont pas de même capacité électrique. On l'a vu, par exemple, c'était, j'ai un doute sur la date, c'était en septembre, c'est sûr, mais je crois que c'était 2022. La Californie, qui a une obligation de connexion à quai des navires, a suspendu cette obligation parce qu'à cause des fortes chaleurs, elle n'était plus en mesure de fournir l'électricité. Donc, on peut difficilement imposer à tous les États la connexion à quai. Ensuite, il y a une grosse question qui se pose sur le point de vue environnemental. Si l'électricité de l'État est produite par le charbon, finalement, c'est un transfert de pollution, c'est pas une décarbonation. Donc, il y a cette question-là qui rentre en compte. Et donc, là, on se rend compte sur ce sujet-là que l'OMI, même si elle a la compétence, c'est compliqué de réguler et d'imposer aux ports de mettre cette alimentation à quai. Donc, un moyen, ça va être d'utiliser le droit souple. Donc, la différence droit souple, droit dur, pour rappeler, droit souple, il ne contraint pas. Il va inciter, il va montrer la solution, il va inciter les États qui peuvent adopter cette solution à l'adopter. Alors que le droit dur, il oblige. Et donc, l'OMI a déjà agi sur ce sujet. Elle a adopté une résolution lors de son MEPC 79 qui va montrer cette solution au port. Voilà, dire au port, il y a cette solution-là, vous pouvez la mettre en place. Et il y a aussi, dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Green Voyage 2050, il y a des ateliers de travail. Et donc, pareil, on va accompagner les ports qui le souhaitent pour mettre en place cette solution.
Donc, sur ce sujet, vu les limites techniques, c'est compliqué d'imposer. Il vaut mieux rester sur du droit souple, et l'OMI a déjà plus ou moins adopté ce droit souple. Parfait. Et donc, sur un autre sujet, l'arrivée juste à temps. Donc là, ici, c'est une question un petit peu opérationnelle et qui implique aussi des contrats entre chargeurs et armateurs. En fait, on va avoir un navire qui va avoir, selon le contrat de gestion, une obligation d'arriver à quai, d'arriver au port à telle heure. Mais des fois, le port, il est complet, il n'a pas de quai à proposer au navire. Donc, le navire se retrouve à attendre des heures au large. Pendant ce temps-là, il a utilisé du carburant pour aller plus vite, pour arriver à respecter les délais, et il attend avec les moteurs allumés au large du port. Donc l'idée de cette solution opérationnelle, c'est d'organiser un dialogue entre le port et le navire pour que le navire ajuste sa vitesse, et quand il arrive au port, il n'a pas à attendre des heures et des heures. Donc on a un gain double pour la décarbonation. Le premier, si la vitesse est réduite, en général, le partage de données conclut à réduire la vitesse et pas à l'accélérer. Et le deuxième gain, donc, c'est on n'a pas d'attente au port, et en plus, ça réduit toute la pollution pour les populations côtières. Voilà. Et donc, cette solution-là, en soi, il n'y a pas vraiment de limite politique et technique pour la mettre en place. Par contre, il y a une limite sécurité et sûreté. C'est-à-dire que c'est des échanges de données qui sont très sensibles, commerciales, avec des intérêts économiques très forts derrière. Et donc, il faut encadrer et sécuriser. Et donc l'OMI, pour aider à la mise en place de cette solution opérationnelle, elle peut uniformiser la mise en place de cette solution et poser des standards sur le partage de données. Parce que d'un port à l'autre, ça peut complètement changer. On a notamment, par exemple, le port de Singapour qui est très en avance sur cette arrivée. Juste à temps, mais est-ce que si le port de Brest demain la met en place, il va adopter les mêmes formulaires, les mêmes modes de gestion de données? Et donc ça peut poser des problèmes et des difficultés. Et ensuite, sur le plan cybersécurité, donc parce que c'est de ça qu'il s'agit, il y a une possibilité d'utiliser le code ISPS de 2002, qui est un code sur la sûreté des navires et des installations portuaires. Et de toute façon, il y a une grosse question de cybersécurité à régler au niveau du transport maritime, et même au niveau au-delà du transport maritime. Et l'OMI, sur ces sujets qui sont très particuliers, très techniques, peut avoir à faire appel à des entités plus spécialisées pour édicter un droit correct. Slide suivante. Et donc enfin, la dernière grosse question, c'est la question des carburants alternatifs. Et là, est-ce que vous vous souvenez de ce que Madame Drapier a dit? Parce que du coup, donc effectivement, pour décarboner, on s'est rendu très vite compte qu'il faut changer de carburant. On ne peut pas rester sur les carburants fossiles. Et donc, Madame Drapier vous a présenté la norme FuelEU, où on pose du coup une limite d'intensité carbone sur les carburants utilisés, qui est dégressif pour arriver à atteindre les objectifs. Et en fait, l'OMI travaille à développer une norme équivalente qui s'appelle la Greenhouse Gas Fuel Standard. Et donc, elle est en cours de développement en tant que mesure à moyen terme, avec une part donc, technique qui serait cette mesure et une part économique, un petit peu comme le schéma européen avec l'ETS et le FuelEU d'un côté. Donc, quelque chose de complémentaire. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne va pas en soi imposer au port de mettre en place, de fournir des carburants alternatifs. Mais en fait, elle va créer une demande. Et donc, indirectement, ça va inciter les ports à agir. Et c'est ça qui est intéressant parce que le sujet des carburants alternatifs est assez complexe puisqu'on a plusieurs solutions. On a encore des questions de sécurité qui ne sont pas résolues, des questions de coûts. Et donc, on ne peut pas imposer à un port, demain, il faut que tu fournisses de l'hydrogène. Non, ce n'est pas possible. Par contre, on peut lui dire, on va inciter les navires à utiliser des carburants propres. Donc, tu as un intérêt à investir dans des infrastructures pour du carburant propre. Et donc, c'est en ça qu'elle est intéressante. Et on a aussi, parce qu'on a parlé très rapidement tout à l'heure du transfert de pollution qui peut être induit avec l'électricité, mais on a aussi ce cas-là avec les carburants, où on a parfois ce que le carburant va émettre sur le navire va être compensé par sa fabrication. Et donc l'OMI a pris en charge cette problématique grâce aux lignes directrices sur le cycle de vie qui ont été adoptées en 2023 et donc qui vont être complémentaires avec cette norme Greenhouse Gas Fuel Standard, puisque ça va permettre de ne pas tenir compte que des émissions sur le navire, mais des émissions aussi de fabrication du carburant. Et donc là, on a une approche assez intéressante qui est la décarbonation du transport maritime, mais sur une approche
sur un cycle de vie large. Donc voilà. Et donc, pour conclure, la conclusion, c'est finalement que ce qu'on a vu là, c'est que les navires ont besoin des ports pour travailler, mais on a parlé des carburants alternatifs, on a parlé de l'arrivée juste à temps. L'arrivée juste à temps, ça peut être mis en place que si l'armateur et le chargeur travaillent sur leur contrat et enlèvent cette clause de délai, par exemple. Les carburants alternatifs, il faut que les fournisseurs de carburant suivent les ports et suivent les navires. Et donc, en fait, finalement, on se rend compte que la décarbonation, et la transition du transport maritime en général, c'est un travail collectif où tout le monde doit coopérer ensemble, doit échanger ensemble. Et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Voilà. Merci.